Salut à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui viendraient sur ma chaîne pour la première fois en 2023. Je vous souhaite à tous, une bonne santé surtout, parce que du coup, vu l'état de nos hôpitaux, de l'espoir, du courage, il va falloir pour pouvoir supporter tout ce qui arrive et tout ce qui va arriver. Donc voilà, c'est ça le principal. J'espère que vos fêtes se sont bien passées. Je vais vous raconter ma vie, comme d'hab. Moi, j'ai passé... Oui, je me suis coupé les cheveux. Enfin, c'est ma fille, elle m'a coupé les cheveux. Voilà, parce que du coup, ça me... Voilà, donc du coup, voilà. En parlant de cheveux, je rappelle encore une fois que je ne suis pas blonde, d'accord, et que ceux sur Crowdbunker qui s'amuseraient encore à me laisser des commentaires déplaisants, hein, parce qu'il y a beaucoup de misogynes, vous êtes pathétique. En vérité, vous êtes pathétique. Et donc, il y en a un, il m'a laissé un commentaire. Donc, je pense qu'il pensait que j'étais raciste, parce que je disais sûrement dans ma vidéo Bougnou les bamboulas. Au lieu de s'adresser directement à moi, en me disant tu, et à la rigueur, tu argumentes, tu vois, tu me dis, ouais, les tirailleurs sénégalais, tu vois, grâce à eux, ton petit cul de blanche, tu vois, je ne sais rien, enfin bon. Non, déjà, il parlait, elle, la blonde, donc je pense qu'il parlait de moi, voilà, que des insultes. Alors par contre, il m'a comparé à Dieudonné. Bon, j'ai quand même apprécié. Donc son pseudo, c'était Chaka Zulu. Donc tu fais pas honneur au nom au pseudo que tu portes. Tu vois, voilà. Enfin bon, donc moi j'ai passé mes fêtes avec mes enfants et mes chiens, hein, la Noël. Et puis le jour de l'an, avec ma fille, et puis elle avait ramené son pote, et puis deux de ses bonnes copines. Et on a passé la soirée, voilà, à 5, à se faire une raclette devant Kung Fu Panda 2 et 3. Et après, j'ai terminé la soirée devant la télé avec Les Indestructibles 2. Eh oui, parce que Dame d'enfant hein, est toujours présente, même à 51 ans bientôt. Et voilà, comme j'ai passé mes fêtes, donc du coup, très sereine et très calme, on va dire, en bonne compagnie. Alors aujourd'hui, je vais pas faire un truc dégueulasse, parce que du coup, c'est la première vidéo de la nouvelle année. Je vais, du coup, faire planète. Voilà, parce que bon, disons que c'est le moins dégueulasse. Hein. Donc on va commencer par deux choses pas trop top. Et après, on finira sur de bonnes notes, comme ça au moins on commencera bien l'année. Alors, on va commencer par le Huffington Post. Pourquoi la découverte du premier ocelot albinos au monde n'est pas une bonne nouvelle? Parce qu'après, ils vont le rechercher pour pouvoir le tuer. Ah, voilà. Ça commence bien la nouvelle année, vous avez remarqué vous aussi? Alors, le spécimen découvert en Colombie. Oh, il est trop beau. C'est trop beau. Alors, moi, j'adore les animaux comme ça, mais dans la nature. Vous voyez? Découvert en Colombie et recueilli dans un parc de conservation de Madeleine. Voilà, ça est, d'entrée. Illustre les conséquences de la déforestation sur les espèces sauvages. Moi, je voulais prendre un chat, vous savez, là, les panthères. Bon, et puis finalement, j'ai eu une espèce d'Astras blonde. Et puis, Chihuahua, mais bon. Mais là, j'ai dit, selon comment ça se passe, on sait jamais. Peut-être une bonne nouvelle en 2023 ou 2024. Je prendrai un carlet. Oui, je prendrai encore un chien. Bon, alors, on continue. Alors, un ocelot albinos, ça donne à la chasse de proies fictives. Pour les scientifiques, la découverte de cet animal est à mettre sur le compte de la déforestation. Oui, enfin, ça c'est toi qui le dis, après on n'en sait rien. Peut-être qu'il manque de nourriture aussi, tu vois. Bon, l'ocelot albinos avait été découvert il y a un peu plus d'un an par des habitants d'Amafli, un village situé au nord-ouest du pays, dans le département d'Antioquia. Dans un premier temps, les biologistes du parc de conservation de Medellín, j'adore quand ça change, où il a été accueilli, ont seulement présenté la trouvaille comme extrêmement inhabituelle, sans identifier l'espèce de l'animal. Après des mois d'analyse génétique, d'accord, ils ont confirmé qu'il s'agissait de l'unique cas jamais enregistré au monde d'ocelot albinos.
Et pour le scientifique, la mutation génétique de l'animal renseigne une réalité préoccupante. Non, c'est que ça arrive dans tout. Les serpents, tous les animaux peuvent, à un moment donné, avoir une progéniture albinos. Vous voyez? Même qu'en Afrique, selon les tribus, là, je sais pas quoi, les blacks, les noirs, ils tuent les alpha albinos parce que pour eux, genre, c'est pas maléfique, vous voyez, mais un mauvais présage pour le village. En raison, ça... non, c'est vrai, ça m'avait choqué. En raison de la déforestation, les populations d'ocelots s'isolent, ce qui entraîne une endogamie, une reproduction entre des membres étroitement apparentés. Non, c'est-à-dire que quand tu vois, ils se rencontrent, enfin, en tout cas, ils se rencontraient, parce que du coup, maintenant, c'est un peu compliqué. Ils se disaient pas, tu es mon cousin du combien de degrés, en fait, tu vois, voilà. C'est des animaux. Donc, le premier qui chope et que ça correspond, enfin, que tu vois, il se fait pas bouffer, ou tout au moins à moitié éclaté, il va se reproduire avec. Bon, et des fois, ça peut tomber, alors peut-être pas sa sœur ou son frère, mais un cousin très très proche. Tu vois, voilà. Parce que c'est pas comme nous qu'on a un arbre généalogique, tu vois. C'est un animal quand même. Sauvage. Alors oui, effectivement, c'est... D'accord, il y en a moins, donc du coup, effectivement, le premier qu'il rencontre peut être très proche, on va dire, génétiquement de ses parents, ou de lui. 13 kilos, ne pourrait pas survivre dans son habitat naturel à cause de la couleur de son pelage. Ouais, ben fait, il a quel âge là? Il est toujours vivant, hein, tu vois, mon chéri. Donc un ocelot, ouais, ça doit pas être super, ça doit être un gros chat, tu vois. Donc 13 kilos, à mon avis, c'est que ça va. Et ils disent pas l'âge qu'il a. Donc, ça fait quand même un moment qu'il se démerde tout seul, tu vois, sans toi. Moi, j'aime bien les scientifiques, faut toujours qu'ils se mêlent. Mais occupe-toi d'autre chose, en fait. Oh, genre, si on l'avait pas recueilli, il serait mort. T'as il a 15 ans, le truc, tu vois. Il vit sa vie de solo, albinos, dans la jungle. Alors, on va enchaîner sur france-tv-info.fr. Il prouve qu'il est possible de faire du foie gras sans gavage. C'est bien. Alors, Marc Metzler. Alors, ce plat sans jamais gaver ses bêtes. Une technique alternative à ce qui est utilisé en général pour obtenir du foie gras. C'est vrai, eh ben vous savez quoi, j'arrive de moins en moins à le manger. Avant, je te mangeais mais des blocs entiers quoi. Eh ben maintenant, j'y arrive plus. Vous voyez, c'est un truc, c'est bizarre hein, quand même. Pourtant, je me languissais Noël pour manger le foie gras. Eh ben maintenant, je m'en passe. Il n'y a que le saumon. Vous voyez qu'à la rigueur, je mange. Alors, il ne faut pas gaver les oies qui les lèvent. Ah ben lui, il peut dire, moi je l'aime, tu vois. Je l'aime, ma galinacée. Tu as vu? Ah oui. Ginette. Ah oui. Ginette, je l'aime. Alors, pour lui, cette alternative éthique représente surtout un moyen de ne pas faire du mal à l'animal. Ah ouais, c'est sûr que de se prendre un tuyau dans la gorge, oui. Surtout qu'en sachant le tuyau est aussi large que sa gorge, tu vois. Ouais, c'est un peu compliqué. Et après, une fois qu'elle s'est pris bien le tuyau, après, elle se prend un entonnoir avec 1 kilo de grès. Ouais, c'est sûr que bon. Quand on s'occupe un peu de l'histoire de l'oie, les oies mangent parce qu'elles vont partir pour faire un vol de 2000 à 3000 kilomètres. Donc, je les attache à un fil derrière mon camion et je pars à fond les ballons. Non, c'est pas vrai. Je rigole. Alors, ce que le canard ne fait pas, il peut le faire, mais par plusieurs étapes. Le canard, bon d'accord, on se fout de ton canard. Aujourd'hui, on ne va pas vendre sous l'appellation foie gras cette appellation-là. Oui, d'accord, mais comment tu fais alors? Alors, le canard, on le force pour avoir ce réservoir, alors que l'oie, c'est naturel d'avoir ce réservoir. Ah, c'est-à-dire que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Les oies mangent parce qu'elles vont partir pour faire un vol de 2000-3000 km. Ok, jusque-là, on est d'accord. Ce que le canard ne fait pas. C'est le foie gras... Ah, de canard. Eh oui. Ah, là, c'est du foie gras d'oie. Mais j'ai pas compris quand même. Le foie gras de canard. Le foie gras de canard. On mange du foie gras de canard. D'accord. Je savais même pas. Comment on gave les canards? Qu'est-ce que c'est d'oie? C'est pas du foie gras d'oie?
J'ai rien compris. Bon, enfin, voilà. Vous savez que lui, il fait sans gavage, mais je sais pas comment. Parce que du coup, je sais pas de quoi il parle, en fait. Je sais pas s'il parle de canard ou d'oie et... Bon, enfin, vous voyez, comme quoi, et c'est rien du tout. Alors, on va partir sur de l'archéologie. Voilà, du coup, là, ça va être un peu plus, voilà, un peu plus léger, on va dire. Le tombeau de Salomé, vieux de 2000 ans, livre ses secrets. Vous savez qu'ils en savent rien, hein, en vérité. Ils vous disent le truc et vous êtes obligé de les croire parce que c'est des scientifiques. Parce que moi, j'aime bien comme me dire, ah ouais, mais ils ont dit que, ouais, qui? Ben, le machin. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est qui s'est pas manqué à un moment donné? C'est sérieux? Puisque de toute façon, c'est le seul à le dater. Donc, du coup, les autres, ils disent, ah ouais, d'accord. Mais en vérité, ça ne savent rien du tout. Alors, découvert dans les années 80 dans l'actuel parc national de Lachish, hein, près de Jérusalem, un mystérieux tombeau s'est révélé être le tombeau de Salomé, celui d'une femme ayant assisté à la naissance de Jésus-Christ. Il dévoile petit à petit ses secrets. Ancienne civilisation, beaucoup d'objets ok, leur étude par des archéologues permet de comprendre en détail le quotidien de nos ancêtres. Ouais, ça c'est comme quand ils vous expliquent comment vivaient les hommes de Néandertal. Ah, je me demande comment ils font pour savoir comment ils vivaient. C'est comme moi si on retrouve mon pied, voyez, fait mes os de pied, du coup, fait les fossiles de mes os de pied, et que grâce à ça on va connaître ma vie, ce que je faisais tous les jours, comment j'étais avec mes enfants, enfin tu vois, voilà. Non, non, mais j'aime bien. Ça, c'est comme les dinosaures, c'est pareil. Ils retrouvent un squelette, ils sont capables de vous dire leur vie, de la naissance jusqu'à leur mort. Allô, ils inventent. Je vous explique, ils inventent, d'accord? Non, non. Alors, à quelques 60 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem, en Israël, des archéologues ont exploré une grotte datant de la période du Second Temple. Bon, ça, on n'en sait rien, c'est eux qui le disent. Découverte dans les années 80 par des pilleurs de tombes dans le parc national, ok, elle serait soit... Alors, attendez. Il serait celui d'une femme qui aurait, selon les écrits, ok, assisté à la naissance du Christ. Bon, déjà, toi, quand tu traduis de l'anglais, c'est compliqué. Tu peux pas traduire exactement ce que ça veut dire, parce que par exemple, de l'anglais au français, il y a des expressions, tu peux pas les traduire mot à mot. Donc là, c'est pareil. Même que c'est, justement, c'est encore pire, en araméen ou je sais pas quelle langue. D'ailleurs, mon fils s'appelle Thomas et ça veut dire jumeau en araméen. Et donc, du coup, d'ailleurs, j'ai vu la Passion du Christ, c'était trop beau. Bon, malgré que ce soit pas tout à fait, voilà, ça, la Passion du Christ, le mec, il a imaginé, il y a personne pour décrire le truc, tu vois. Donc, elle serait soit la sage-femme de Bethléem en charge de sa venue au monde, soit elle y aurait été présente. Ah, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Non, non, mais ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Selon la tradition chrétienne orthodoxe, Salomé aurait même vu sa main devenir sèche alors qu'elle ne pouvait pas croire que Marie, la mère de Jésus, était vierge. Ouais, d'accord. Non, on revient là. Soit elle était la sage-femme qui a... Vous vous rendez compte de l'importance de la personne. Soit juste elle était présente. Genre elle a pris des selfies, tu as vu clic, avec Jésus. Bon d'ailleurs, tu imagines tu vas trouver un selfie. Alors, un lieu de culte pendant de nombreux siècles dédié à Salomé. Alors, les fouilles ont révélé un véritable culte dédié à Salomé, notamment par la grandeur de la grotte excavée. Plus de 350 mètres carrés répartis en plusieurs pièces richement décorées. Ok, l'ont aussi déduit. Alors, ils ont déduit, d'accord? C'est que des déductions, ok? Grâce aux nombreuses inscriptions sur les murs en grec, mais aussi en syriaque. Ouais, que sont eux seuls capables de décrypter, en fait. Elle démontre une utilisation de la grotte même pendant les périodes byzantines et islamiques. Plusieurs niches funéraires taillées dans la roche témoignent quant à elles d'une coutume d'enterrement juive. Ah d'accord, et donc du coup c'est obligatoire que ce soit le tombeau de Salomé, d'accord. Et appartenait à l'origine à une riche famille juive. D'accord. On remarquait de nombreux objets dont des dizaines de lampes à huile encore intactes, mais aussi plusieurs centaines d'autres utilisées, datées des 8e et 9e siècles. Selon eux, ces éléments suggèrent que marché se trouvait là. Bon. Probablement destiné aux pèlerins de passage. Oh oui.
Les lampes servaient ensuite soit à éclairer dans la grotte, soit pour des rituels religieux. Ouais, ça c'est toi qui décides. Les travaux visent à ouvrir la grotte au public. Ouais, d'accord. Ce qui vous explique là, c'est que des déductions, des approximations, des selon. Oh, pourquoi pas? Oh, ben c'était au même niveau qu'eux, donc ça doit être pareil. Et en fait, si vous lisez, il y a plein d'archéologues justement qui dénoncent le fait que ils ont trouvé tel truc, ils datent, et après tout ce qu'ils trouvent en dessous ou au-dessus, obligatoirement, c'est au plus. Non, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Alors, Géo.fr, ces attractions touristiques qui ne pourront plus se visiter en 2023. C'est merveilleux. Alors, certains pays commencent à sortir la tête de l'eau. Ah ouais, ben là, avec la Chine, on est mal barré. Hein. C'est pas possible. Moi, j'ai dit qu'ils doivent être frères de Covid avec les Européens et pour instaurer leur idée. Vous voyez, les Chinois, c'est pas possible. Parce que là, ils vont nous refaire le coup du masque, de la vaccination obligatoire, du pass vaccinal et tout. Hein. Ça continue comme ça. Fin des photos cartes postales à Trend Street. En plein cœur d'Hanoï au Vietnam. Ben voilà. Profitez, hein, parce que du coup... Ah ben non, c'est mort, hein, on est déjà en 2023. Voilà. Donc, fini les photos. D'accord. Direction Los Angeles. Ensuite, aux États-Unis, avec The Underground Museum. Réputé pour sa défense des artistes de couleur, le musée ouvert par Noah et Caron Davis était aussi une librairie. Il a fermé ses portes cette année et aucune information n'a été donnée quant à son futur. D'accord. Côté nature, cette fois-ci, il ne sera plus possible de visiter le plus grand parc ornithologique d'Asie, le Jurong Bird Park à Singapour. Ouvert depuis 50 ans, il a fermé au mois d'août. Ah bah ils ont dû tous canner les oiseaux. Mais le parc s'est joint à d'autres entités afin de créer un nouveau centre d'écotourisme dans la zone. Alors, ok, à Dublin, le musée des écrivains a... Oh, ouais, d'accord. Le musée des écrivains a lui aussi fermé ses portes, depuis 2020. Ce musée célébrait les plus grands écrivains irlandais comme Samuel Beckett ou Oscar Wilde. Ah ouais, ouais. Peut-être trop poussé, c'est pour ça. Alors, ok, et ben voilà. Ah non. Alors, retour en Asie, cette fois-ci avec le restaurant flottant Jumbo Kingdom. Autrefois plus grand restaurant flottant du monde, il était célèbre pour avoir été utilisé dans... Voilà, mais les coups de son maintien ont eu raison de lui. Ah oui, ouais. C'est vrai que... des milliards et des milliards. Ah ouais, avec tout ce qu'ils doivent dépenser pour autre chose qui sert à rien. À New York, il y avait le 911 Tribute Museum. Voilà, ben il a fermé cet été. À Tokyo, deux musées ont dit au revoir aux visiteurs, le Team Lab Borderless et l'Edo Tokyo Museum. Voilà, lui aussi fermé. Ah oui, que les trucs, ah oui, ils veulent nous abrutir. Donc du coup, ouais, il faut qu'ils ferment le plus possible tout ce qui peut nous ouvrir l'esprit. Deux derniers endroits ont fermé momentanément, le musée de Londres. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ouverture, alors attendez, non. Ouverture prévue en 2026. D'accord. Pareil pour le Queen Mary, situé à Long Beach. Après avoir été un paquebot de renom, il s'est retiré en 67 dans la banlieue, mais a besoin de rénovation. Voilà ce que vous ne pourrez plus aller voir. Enfin, pour ceux qui auront encore les sous pour voyager, du coup. Courrier international. Opinion. Les Celtes n'existent pas. La fragilité du Royaume-Uni tient davantage à l'attitude des Anglais qu'à l'existence d'un peuple celtique distinct en Écosse, au pays de Galles et en Irlande, assure ce journaliste britannique qui appelle à bannir pour de bon l'usage du terme. Il n'y a pas de Celtes, jamais un tel peuple n'a existé. Il n'y a jamais eu de nation, de territoire, de tribu ou de langue celte. Le nom vient du mot grec pour étranger, keltois, ressuscité par Édouard LLWYD. Ouais, je me sens pas de le prononcer. Un antiquaire gallois du XVIIe siècle. Il supposait que des gens parlant des langues proches les unes des autres devaient à l'origine n'avoir constitué qu'un seul peuple. Ah oui, c'est le Darwin de l'Irlande. Tout le reste n'est que mythe et conjecture auxquels s'ajoute la conviction chez les Irlandais, les Écossais, les Gallois et les Cornouaillais qui sont tous sauf anglais.
Et pourtant, en dépit de décennies de travaux universitaires démontrant le contraire, les Celtes refusent de mourir. Leur amalgame en tant que peuple non anglais de l'entité géographique baptisée les îles britanniques est une toxine qui a empoisonné la composition du Royaume-Uni. Voilà, voilà. Alors ceux qui vont vous dire, ouais, le peuple celte, pouh. Eh ouais. Et ça, ils vont vous l'apprendre à l'école encore. Vous voyez, ils vont vous dire, ouh, les Celtes. Combler un vide chronologique, au fil du temps, les universitaires ont fini par considérer les deux inventions comme fictives. Dès les années 1950, J.R.R. Oui, il y a deux R. Tolkien, professeur de vieil anglais à Oxford, ne voyait dans la notion de peuple celtique unique qu'une absurdité, un sac à malice et un crépuscule légendaire, avant de faire d'eux d'adorables hobbits. Ah ouais, d'accord. À partir des années 1990, ok, on se fout. Alors, avec le développement de l'archéologie étayé par l'ADN, également dans les années 90, on a pu croire que le débat était clos. Rien ne prouvait qu'il y avait eu des invasions ou des remplacements de population. Archéologues et historiens de la culture celte en a conclu que ces peuples de la mer d'hiver s'étaient répandus dans les îles et avaient adopté des versions d'une langue. Oui, c'est ça, Darwin. Selon lui, ces peuples, alors ce qui laissait en suspens la question de savoir si les langues celtes, ok. Alors, autrement dit, une langue proto-germanique des peuples occupants. Pas de preuve d'un massacre des Celtes. Ouais, c'est tout inventé. Vous savez que les Vikings, ils ont tout inventé. Vous savez, leur cérémonie, comme ils faisaient les cérémonies, tout ça, c'est de l'imagination des archéologues. Eux, ils ont trouvé des pots, des trucs comme ça, et ils en ont déduit que. Donc, ce qui vous inculque comme truc de Vikings, machin et tout, les trois quarts du temps, c'est faux. C'est de leur imagination. Ils ont une grande imagination. Eh ouais. Il fait 800 mètres là. Alors, le Parti travailliste, préserver l'unité de la décentralisation. Alors, est-ce qu'on a un épilogue? Liberté de façade. Oui, bah ça c'est sûr. Celui qui l'a pas... Ah! Alors, le fait que le Parlement a été incapable de créer une union stable, c'est à cause d'eux qu'ils ont perdu l'Irlande et semblent aujourd'hui disposés à perdre aussi l'Écosse. D'accord. Eh ben voilà. Donc les sectes n'ont jamais existé. Voilà. Pure invention. Donc ils vont vous dire, ouais, c'est comme ça, comme ça, comme ça, alors que pas du tout. Mais ça fait mieux dans les livres de marquer ça que de marquer autre chose. Oui, c'est tout. Alors, une bonne nouvelle. En Colombie, libération. En Colombie, la restitution des terres laisse du champ aux paysans. J'aime bien là. Le nouveau président de gauche, Gustavo Petro, s'est engagé à redistribuer les biens spoliés par les cartels et paramilitaires. Oui, alors déjà, faudrait-il récupérer les trucs chez les cartels et les paramilitaires pour après pouvoir les rendre. Ah oui, parce que du coup... Alors, discrètement pris place autour de la grande table, ok, de bois précieux, eh oui. On se doute. Est venu à l'Hacienda Tamesis, vaste domaine de 591 hectares, vous vous rendez compte? On annonça la remise de ces terres à 50 familles de paysans victimes de la violence dans les années... C'est bien. Bon, après, il faut voir... voilà, hein. Mais la démarche est positive. Ah, on va dire, voilà, c'est très bien. Pauvres Indiens, Amérindiens, je sais pas ce que c'est, Colombiens. Ah ouais, ça me dégoûte, moi, qu'on profite des gens comme ça. Et on va finir par celle-là. Ouest France, sous les mers, l'inestimable trésor d'un navire espagnol coulé par un boulet britannique. Boris Johnson? Ah ouais, non, parce que ça a été un boulet, lui. Alors, en mai 2007, la société Odyssey Marine partit à la recherche de l'épave du HMS Sussex annonce qu'elle a fait une découverte considérable, baptisée Black Swan. C'est dur à dire, hein? Signe noir, oui, comme le film d'ailleurs que j'ai commencé à voir, mais que je n'ai jamais fini, je ne sais pas pourquoi. L'épave inconnue a en effet livré le plus gros trésor monétaire jamais découvert sur les mers. Alors, et au tribunal, d'accord. Ah oui, ça, ouais, oui, comme ils l'ont découvert, comme ils sont au tribunal. Non, c'est bien. Remotely Operated Vehicle de la société Odyssey Marine Exploration scrute le fond de l'océan.
Les livres d'histoire racontent que le navire battant pavillon anglais avait sombré dans les environs au cours d'une tempête en 1694 avec, à son bord, un trésor inestimable. Le robot sous-marin jaune plane dans le monde du silence et qu'il éclaire de ses puissants projecteurs. À l'affût de la moindre curiosité, soudain, une drôle de forme apparaît dans la lumière de ses phares. L'équipage dirige la bestiole vers le site mystérieux. À la surface, les palpitants s'emballent. L'excitation monte derrière le joystick. Il y a bien quelque chose, oui. Des monnaies, beaucoup de monnaies. On l'a trouvé. Trésor de 17 tonnes, composé de 600 000 pièces d'or et d'argent. Ah ouais. La valeur du mégot pas fumeuse surtout. La valeur du magot est estimée à 500 millions de dollars. Mais tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Dans un premier temps, pas souhaité divulguer les coordonnées géographiques exactes de sa découverte ni la véritable identité du navire fouillé, le plus grand flou règne autour de l'opération. Black Swan est-il vraiment le HMS Sussex? Alors, la question est importante car, pour être honnête, les autorités espagnoles ont déjà l'équipe américaine dans le collimateur depuis plusieurs années. Depuis 1999 et jusqu'en 2007, plusieurs contacts avaient été établis, tant avec la société Odyssée qu'avec les gouvernements de Grande-Bretagne et des États-Unis, avertissant que l'objet des autorisations n'était que pour les prospections archéologiques et pour cette épave anglaise particulière, et avertissant également qu'en cas de découverte de tout autre site archéologique sous-marin, le ministère de l'Éducation et de la Culture de l'Espagne devrait être informé et que, en aucun cas, l'extraction de matériaux n'aurait lieu, puisque ce qui était autorisé était l'exploration, la recherche ou l'étude de données archéologiques. Eh ouais, si ce n'est pas le Sussex, alors c'est peut-être le Mercante Royal, un navire dont on n'a plus de nouvelles depuis septembre 1641. No comment. Moins possible. Voyez écrit, moins possible. Alors, elle soupçonne Odyssée Marine d'avoir mis la main sur l'épave d'une célèbre frégate de leur histoire, coulée le 5 octobre 1804 au cours de la bataille du Cap Sainte-Marie, le Nuestra Señoría de las Mercedes. D'accord. Eh bien, écoutez. En fait, ah oui, d'accord. Ah, parce que selon à qui appartient le truc, le pays, ils doivent revenir le... Ah ouais, d'accord, ok. Oh, bah écoutez, pourquoi pas. Oh, bon, foi. Voilà, ah bah écoutez, on a terminé pour Planète, du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Prochaine vidéo, je n'en sais rien du tout. Encore une bonne année pleine de courage, d'espoir et de santé. Et d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.